Passons à un autre sujet économique. Alors, les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI, Fonds monétaire international, sont un rassemblement de dirigeants gouvernementaux, également du secteur privé et de la société civile et des médias pour discuter des enjeux économiques mondiaux. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur Nadim Hafez, chercheur économique, l'unité d'analyse macroéconomique au ministère du Planning. Bonjour. Bonjour, Monsieur Nadim Hafez, bonjour. Monsieur Nadim Hafez, bonjour, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Et vous? Oui, nickel. Alors, tout d'abord, quels sont les principaux thèmes des réunions entre le FMI, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale? De quoi s'agit ces réunions? Quels sont les principaux thèmes? Alors d'abord, je vous remercie pour votre invitation et votre accueil. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir, le mien. J'espère que cette réunion soit enrichissante et inspirante pour tous ceux qui nous suivent. Alors, comme vous l'avez très bien dit, les réunions de la Banque mondiale et du FMI sont des réunions annuelles, une fois en avril, une fois en octobre, et il regroupe, comme vous l'avez aussi dit, des responsables des banques centrales, des ministères des Finances, des développements, des parties prenantes du secteur privé. Et spécifique à cette année-là, les principaux thèmes tournaient autour, alors premièrement, le fardeau de la dette souveraine, la viabilité de celle-ci dans les pays spécifiquement à revenus faibles et intermédiaires, les tensions commerciales internationales qui croissent au du temps et les perpétuations de ces échanges-là. Et donc les chocs tarifaires avec les barrières tarifaires, notamment comme celle des États-Unis avec les tarifs de Liberation Day du président Donald Trump, la redéfinition des chaînes d'approvisionnement. Troisièmement, ils ont insisté aussi sur le rôle et la gouvernance des institutions financières multilatérales comme le FMI et la Banque mondiale, et donc la nécessité de trouver des réformes qui reflètent vraiment la réalité des économiques mondiales. Oui. Finalement, c'est vraiment de trouver une solution pour le développement durable, la mobilisation du secteur privé et l'investissement, et le considérer comme le moteur de croissance et de création d'emplois dans l'économie dans le monde entier. Alors, Monsieur Nadim Hafez, vous avez mentionné il y a quelques instants les crises que traverse le monde entier, non pas seulement le Proche-Orient ou autre, mais tout le monde traverse actuellement des crises économiques, des crises financières. Alors, quel est l'objectif de la tenue de cette réunion de Washington 2025 et comment pourraient ces réunions contribuer à trouver des solutions à ces crises? Alors, merci pour votre question, très intéressante. En fait, l'objectif principal de ces réunions-là, c'est vraiment de passer en revue de l'état économique mondial, donc des thématiques en relation avec la croissance économique, l'inflation, la dette, la stabilité financière. Et donc, ça a vraiment encouragé la coordination entre des politiques, donc la politique monétaire par exemple, et la politique budgétaire, et comment on peut développer les relations bilatérales, multilatérales entre les pays, afin que ce soit vraiment un bouclier contre vraiment toute crise et augmenter la résilience de toutes les économies face aux crises financières. Et donc vraiment, ces réunions-là, ils proposent des mécanismes concrets pour financer et pour soutenir et développer des réformes institutionnelles pour, par exemple, mobiliser les capitaux privés pour le développement, mobiliser le secteur privé, financer la transition verte et des thématiques de sorte, mais aussi, je vais dire, le message clé, c'est aussi de comment est-ce qu'on peut gérer la dette souveraine, comment est-ce qu'on peut gérer cette dette pour qu'on la rende soutenable à court et à moyen terme. Quelles sont, selon vous, les perspectives de la croissance mondiale en 2025 et bien sûr en 2026? Oui, bien sûr. Puisque nous sommes à la fin de l'année 2025. Exactement.
Et donc pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur donc c'est le rapport qui a été publié lors de cette réunion d'octobre 2025. C'est à chaque fois le FMI il publie un rapport à s'appelant le World Economic Outlook qui discute des perspectives économiques donc dans les 5 prochaines années et même les 10. Et donc il s'ajuste vraiment sur un paysage remodelé, donc redéfini par des nouvelles mesures de politique économique, donc notamment celle de Donald Trump des barrières tarifaires. Oui. Donc, les douanes, vous voulez dire les barrières de douane qu'il a imposées? Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Oui. Et donc certaines hausses donc, justement des droits de douane ont atténué grâce à des accords et des ajustements entre les États-Unis et certains de ses partenaires. Oui. Et donc on peut tout de même dire que l'environnement global il reste volatile. Les facteurs qui soutiennent l'activité au premier semestre, tels que les anticipants d'achat, ils sont en baisse. Et donc, si on peut juste prendre quelques chiffres, la croissance mondiale en 2025 a été projetée à 3,2%, contre 3,3% en 2024, donc il y a vraiment ce ralentissement comparé à l'année d'avant. Elle est ensuite attendue à 3,1% en 2026, donc si on regarde, il y a une tendance plutôt à la baisse de 3,2 à 3,1%, mais qui reste quand même positif et ne signale pas une sorte de récession ou de négatif connotation. Et si on regarde aussi les économies avancées, la croissance est environ de 1,5%, donc pas très haut mais pas très faible non plus. Et les marchés émergents et en développement, elles se situent juste au-dessus de 4%, donc aussi c'est un bon signe. Et l'inflation globale est prévue de continuer à diminuer, donc c'est vraiment une voie de décroissance, mais qui reste tout de même à noter, qui reste au-dessus du niveau cible des banques centraux. Donc là, par exemple, on prend l'exemple des États-Unis, que son niveau d'inflation il est aussi au-dessus de son niveau cible de 2%, et qui est, d'après le FMI, est attendu à être aussi au-dessus pour certains temps. Donc c'est cette persistance d'inflation qui est la thématique. Donc, quel est le rôle du FMI en ce qui concerne la persistance de l'inflation dans plusieurs grandes économies? Quel est son rôle? Donc, cette question-là, c'est parce que le FMI, vraiment, c'est une de ses objectifs, c'est de garder vraiment la stabilité financière, économique du monde entier, donc dans tous les pays. Donc, justement, le FMI considère que la persistance de l'inflation dans certaines grandes économies, c'est un signal d'alarme pour la stabilité macroéconomique. Et donc, il y a des recommandations que le FMI met en avant. D'après le rapport du World Economic Outlook, celui d'octobre 2025, comme je viens de le dire aussi, l'inflation c'est en voie de décroissance, mais les niveaux d'inflation restent au-dessus des... Donc voilà ce risque d'inflation qui va durer peut-être pour longtemps. Et le FMI incite aussi de préserver, et là je vois ça comme vraiment un message clé, c'est préserver l'indépendance des banques centrales, donc, dans le sens que la banque centrale c'est une entité indépendante et elle ne doit pas être influencée ni impactée par la pression politique, soit du gouvernement, soit de l'étranger. C'est vraiment à sa politique monétaire. Son seul objectif c'est de garder et de maintenir la stabilité des prix. Donc, je veux dire, c'est une réduction prémature de taux d'intérêt, par exemple, pour augmenter la croissance économique. Ça peut être très redoutable et ça peut conduire à un crash fragile des anticipations d'inflation et une hausse des prix durables à long terme. Est-ce que vous craignez, Monsieur Nadim Hafez, est-ce que vous craignez une nouvelle récession économique mondiale comme une des répercussions de cette récession même? Alors, si vous m'avez posé cette question au début de l'année, je vous ai dit oui, parce que au début de 2025, le FMI a anticipé une probabilité de récession aux États-Unis autour de 30%. Et donc ça, c'est une probabilité qui est quand même non nulle à prendre en compte. Mais quand on regarde les développements récents de l'état de l'économie mondiale, on regarde qu'il y a une croissance modérée autour de 3%, ce qui laisse penser que l'économie mondiale elle croît, mais plutôt que de connaître une contraction systémique.
Mais quand même, le FMI il souligne que les risques sont fortement orientés à la baisse, avec l'augmentation des tensions commerciales, la détérioration de certaines chaînes d'approvisionnement, la fragilité financière, le niveau très haut des dettes du gouvernement et les dettes publiques. Donc, avec toutes ces facteurs-là pris en compte, il y a une probabilité non nulle d'une récession, mais quand même, elle n'est pas vraiment le scénario principal du FMI. Oui, alors, Monsieur Nadim Hafez, on a vu qu'ici en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé à plusieurs reprises le secteur privé à prendre part aux grands projets nationaux qui ont été mis en place pendant ces dernières années. Alors, quel est le rôle généralement du secteur privé en ce qui concerne le financement du développement durable? Alors, très bonne question. Le secteur privé, il est maintenant considéré comme le moteur de croissance de toutes les économies, parce que finalement, l'État ne peut pas tout faire tout seul. Oui. Le secteur privé, il doit contribuer, il doit être intégré, encouragé à contribuer à l'investissement dans le pays elle-même, même à l'étranger, et donc à partager ce fardeau, à partager ce risque avec l'État. Oui. Et donc, des institutions de développement comme le World Bank, il se dit que les fonds publics seuls ne suffisent pas, comme je viens de le dire, pour combler aux énormes écarts de financement. Et donc le secteur privé il peut intervenir de plusieurs manières. Donc, soit avec des investissements directs, avec de l'investissement dans des entreprises, avec l'equity, le debt dans des projets en développement, soit avec des partenariats publics-privés avec le gouvernement. Donc des cofinancements entre acteurs publics et privés dans l'infrastructure, dans l'énergie, dans les services essentiels. Et finalement, mobiliser des instruments financiers importants, donc des garanties, des green bonds, comme on peut dire, pour encourager l'investissement dans le pays lui-même. Oui. Donc, ce rôle est effectif et est important pour garantir par l'État un environnement favorable à l'investissement par le secteur privé. Est-ce que vous voyez que la Banque mondiale joue un rôle en ce qui concerne le financement des projets verts l'économie, l'installation de l'économie verte? Alors 100%. Il n'y a aucun doute là-dessus parce que la transition verte, c'est une des priorités de la Banque mondiale, mais aussi du FMI, c'est vraiment en Europe aussi une des priorités. Et donc la Banque mondiale, il met en place des mécanismes de financement constitutionnels, donc vraiment à des taux d'intérêt réduits, ou même nuls, pour garantir et pour encourager soit le secteur privé, soit le secteur public à développer des projets verts, à développer des initiatives qui soutiennent la transition verte. Et donc il y a des plans stratégiques comme le Climate Change Action Plan de 2020 de 2020. Et le programme de conseil en financement durable, Sustainable Finance Advisory Program. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives, beaucoup de mécanismes qui sont mis en place par la Banque mondiale pour encourager une telle transition et une énergie verte, un monde vert pour tout le monde. Oui, alors puisque vous avez mentionné les changements climatiques, alors comment peut-on jouer un rôle, ou plutôt la justice climatique, surtout à l'égard des pays pauvres? On peut dire les pays pauvres, c'est eux qui subissent la facture de l'industrialisation mondiale, c'est eux qui payent le prix. Exactement, comme vous l'avez très bien dit, c'est vraiment les pays pauvres, c'est vraiment les moins chanceux qui subissent les dégâts de l'industrialisation, du développement économique. Et donc il faut avoir en place un mécanisme qui assure une juste transition, donc une transition qui est vraiment qui touche tout le monde, que personne ne soit laissé derrière. Donc il y a beaucoup d'initiatives là-dessus. Donc le concept est vraiment de justice climatique. Ceux qui ont moins contribué au gaz à effet de serre sont souvent eux qui subissent les conséquences. Oui. Et donc pour mettre en place un système, il faut avoir des financements, donc vraiment soit par la Banque mondiale, soit par le FMI, soit par d'autres institutions de financement. Il faut mettre en place des fonds pour garantir cette transition verte et donc vraiment augmenter les projets en développement, mais aussi dans les pays pauvres. Donc vraiment transférer les technologies vertes, renforcer les capacités des pays en développement, les pays plus pauvres, pour qu'elles soient au même niveau, aux mêmes capacités que les pays développés. Garantir la participation et l'équité,
mécanisme de réparation et de responsabilité, donc vraiment cette adaptation aux dégâts climatiques, donc vraiment préparer les pays à subir les dégâts comme l'inondation, la sécheresse, donc voilà, et donc mettre en place des fonds d'investissement, des fonds pour encourager cette transition, pour encourager les secteurs privés, pour encourager le secteur public à prendre des initiatives là-dessus, parce que malheureusement, pour le moment, pour certains pays en développement et certains pays pauvres, ce n'est pas vraiment la priorité, la transition climatique. Oui. Exactement, mais c'est eux qui payent à la fin, donc c'est ça l'anecdote à la fin. Bien, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Nadim Hafez. Vous êtes chercheur en économie et à l'unité d'analyse macroéconomique au ministère du Planning. Merci d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, nous parvenons ainsi à la fin de cette édition de notre programme quotidien. Bonjour l'Égypte. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Restez avec nous et bonne journée. Au revoir.